Lundi 26 octobre 2020, 90 minutes au Bénin. Bonsoir et bienvenue dans votre émission. Deux sujets pour ces 30 premières minutes. Tout le débat autour du parrainage tel que la Sénat, Commission électorale nationale autonome, entend le mettre en œuvre. La polémique ne désenfle pas. À quelques 6 mois des jours électoraux présidentiels, la confidentialité voulue garantie par la Sénat à tout candidat qui parviendrait à recueillir le nombre de parrains pose problème entre la liberté absolue du parrain et la volonté de son parti. Il faut craindre des tractations marchandes, des craintes largement partagées par des députés, mais fort heureusement, une loi existe qui punit tout acte de corruption. La Sénat aurait prévenu plus d'un, non sans dénier au candidat son droit le plus absolu de rendre publiques les signatures obtenues de ces parrains-là. Quelle garantie face aux craintes exprimées par certains élus? La confidentialité est-elle la solution toute trouvée pour des élections inclusives? Autour de moi sur ce plateau pour analyser les différents contours du parrainage, Arnaud Dumaou. Bonsoir Arnaud, bienvenue. Merci, bonsoir. Et Alphonse Moïse Souré, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Le week-end a été, j'espère. Très bien. Et chez vous aussi? Ça va. Merci. Et donc, en Guinée également, il y a que la CENI a proclamé Condé élu, déjà avec, dès le premier tour, des résultats provisoires. Et l'opposition qui dénonce des irrégularités, des fraudes massives et espère l'annulation du scrutin. On parle de coup d'État électoral et l'UFDG et ses alliés entendent saisir la Cour constitutionnelle avec des preuves irréfutables. La Guinée qui sombre ainsi dans un lendemain incertain avec l'appel à manifester de l'opposition. Et bien malin qui peut dire quelles issues possibles que peut la communauté internationale face à la situation quelque peu incontrôlée au pays de Condé, 82 ans, qui brigue un troisième mandat après la réforme constitutionnelle. Comment éviter de jouer aux médecins après la mort, surtout que des décès sont déjà dénombrés. Analyse de la situation post-électorale tendue en Guinée. Quelle porte de sortie donc de cette crise politique? Attendez, nous Bénin, c'est ici et maintenant. Et pour démarrer, voici la une des journaux. Libération pour démarrer, décaissement des 15 milliards pour des arriérés salariaux déjà payés, des fonctionnaires très satisfaits. Remercie Talon. L'indépendance, santé économique et situation de Covid-19. Le Bénin maintient la note B+, auprès de Standard & Poor's. Et puis, première session ordinaire de l'année épiscopale 2020-2021, le clergé catholique fait un bilan constructif du mandat de la rupture. Émergence Info, notation B+, avec perspective stable. Standard & Poor's confirme la stabilité de l'économie béninoise et puis distribution des cartes des membres de l'Union progressiste AZE. Moussa Amadé et Pifan Ronfort envoient les points focaux UP en mission. Le progrès, maintien de la note B+, par Standard & Poor's, la confirmation, une croissance du PIB estimée à 6,3% en moyenne sur la période 2021-2023. Et puis accès à l'eau potable à Savet, Dassa, Zoumé et Glazoué, 52,540 milliards de francs CFA de travaux déjà réalisés. Le potentiel campagne de dénigrement contre le président Talon dans les collines. Moël Bénin rabat le caquet aux intoxicateurs. Et puis effectivité de l'appurement des arriérés de plusieurs années de salaire. Talon, le bon père des fonctionnaires. Je suis très satisfait d'Ixit. Anselme à Moussou de la CSA Bénin. Le matin, polémique autour du parrainage pour la présidentielle de l'Unité au Bénin. Les clarifications de Djogbenou, malgré la crise de la Covid-19, Standard & Poor's certifie la note B+ du Bénin. Le challenge parrainage pour la présidentielle 2021, les députés Akoma et Badamassi du BR démystifient le processus. Ils confirment le sens de responsabilité des parlementaires. Le matinal, animation de la vie politique, les députés BR revisitent leur participation au Parlement. On finit par fraternité présidentielle en Guinée-Conakry. L'UFDG de Celo, Dalen Diallo, dénonce hold-up électoral. Et puis, cette interview de Juliette Bokon-Nadjo, je cite, « Si un élu décide de le rendre public, c'est son droit le plus absolu. » Je vais beaucoup au sujet donc de la confidentialité du parrainage. Et puis, malgré la Covid-19, l'économie béninoise sur de bons rails. Voilà donc pour ce qui est des unes que nous avons sélectionnées pour vous. C'est parti pour le duel.
Très bien, le duel est déjà là. Nous voici. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir. Alors, on va rapidement commencer par la Guinée. Comment voyez-vous les lendemains de cette élection présidentielle avec Alpha Condé qui est déjà proclamé vainqueur dès le premier tour, même si c'est provisoire ces résultats? Non, oui. Ce qui se passe actuellement en Guinée, c'est symptomatique de ce qui se passe généralement en Afrique quand nous avons une élection présidentielle, surtout quand vous êtes dans un pays comme la Guinée où Alpha Condé pendant longtemps avait été brimé, le peuple a pris parti pour Alpha Condé. Alpha Condé a finalement été élu président de la République. On estime que pour l'expérience que Alpha Condé a vécue quand il était dans l'opposition, qu'il ne permettrait pas que la Guinée sombre encore dans une crise. Mais malheureusement, il est au pouvoir, et il a caporisé toutes les institutions et l'opposition l'a pris de coup en proclamant son candidat vainqueur. Donc déjà, nous entrons dans la guerre des chiffres. Et quand ça se passe comme ça, ce sont les paisibles populations qui sont tranquilles chez eux, qui ne reçoivent même pas les dividendes du pouvoir qui en participent. Est-ce que la population est vraiment paisible chez elle? Parce que là, la population participe à tout ce qui se fait. Oui, c'est de la manipulation. Quand je dis que les populations sont paisibles chez eux, on va les convaincre. Vous savez, quand dans un pays, le taux d'analphabétisme est élevé, on joue sur ce paramètre-là pour manipuler les populations. On lui dit non, il n'a pas gagné, Alpha Condé n'a rien fait pour vous. Et eux, ils estiment que pour faire partie Alpha Condé, c'est de détruire ce qu'Alpha Condé a construit. Mais quand vous détruisez ce qu'on a construit, c'est que c'est le pays que vous arrêtez ici. Oui, Arnaud, sur cette question, l'opposition qui appelle déjà à manifester contre ces résultats provisoires, mais qui dit espérer une quelconque révision des choses de la part de la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous pensez que l'opposition est en bonne voie là? Bon, surtout la question de la saisie de la Cour constitutionnelle. Si tant est que Alpha Condé a déjà caporisé toutes les institutions, est-ce que l'opposition aura gain de cause au niveau de la Cour constitutionnelle? Mais on constate quand même dans le message délivré par le parti de celui d'Alain Diallo, on dit qu'on doit saisir la Cour constitutionnelle avec des preuves irréfutables. On essaie de voir, mais quand même c'est tout de même dommage. C'est dommage qu'un État africain et qu'à cet âge-là, qu'on ne puisse pas quand même sentir cette sagesse sur Alpha Condé. Quand vous avez 82 ans, quand vous avez déjà géré le pouvoir, 2 mandats déjà successifs, je ne sais pas encore ce que vous cherchez à cet âge-là. Et pour laisser cet héritage-là à vos enfants, à ce peuple. C'est vraiment dommage ce qui se passe, non seulement en Guinée, mais également sur le continent. Donc je crois que la commission, il y a une commission internationale dans laquelle qui effectue une mission sur le terrain. On espère que on aura une sortie de crise. Que peut-on espérer de cette mission à laquelle vous faites allusion? Est-ce que vous pensez que cette mission peut faire quelque chose aujourd'hui pour amener Alpha Condé ou pour amener l'opposition, pour amener au moins les deux parties autour d'une même table de négociation? Oui, ça soit difficile, juste que ça dépendra des manifestations. Parce que c'est généralement quand le peuple se réveille, quand la population se soulève et prennent le contrôle des choses, ça passe très vite. Mais nous ne sommes pas encore dans ce cas, parce que là, on dénombre déjà plus d'une vingtaine de morts. Plus d'une vingtaine de morts. Et vous constatez donc que les policiers sont pris dans les rues, les militaires sont pris dans les rues. Donc je crois qu'actuellement, les gens n'arrivent pas à manifester suffisamment. Et donc, si Alpha Condé regarde cette situation, puisque la crise est patente, donc si Alpha Condé regarde cette situation, accepte le dialogue, on peut aller vers une reprise de l'élection. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on veut... Est-ce que ce ne devrait pas se faire à Kiri que de permettre qu'on aille vers une reprise des élections? Non, Alpha Condé peut permettre qu'on reprenne les élections, mais il va toujours gagner. Parce que quand vous êtes président de la République et que vous avez sous votre coupole toutes les institutions qui sont chargées de gagner une élection, c'est souvent difficile que vous puissiez perdre. C'est vrai qu'on a demandé à Cellou Dana Diallo avec ses gars d'accepter qu'on fasse un gouvernement de large union. Bon, c'est ce qui va se passer parce que Alpha Condé ne peut pas s'entêter s'il n'a pas derrière lui les grandes institutions. Il vient jouer au bon office, mais pas en défaveur d'Alpha Condé. Il sera toujours président. Parce qu'à 82 ans, qu'est-ce que vous n'avez pas encore prouvé et que c'est aujourd'hui qu'on va prouver? Moi, je dis, les Africains n'ont pas tiré leçon de ce qui est arrivé à Blaise Compaoré. Depuis qu'on a chassé Blaise Compaoré du pouvoir, les présidents africains devaient comprendre que vous pouvez maîtriser le peuple tout le temps, mais un jour arrivera, on va vous balayer.
c'est arrivé à Blaise Compaoré tout récemment au Mali. On a vu ce qui s'est passé. Et certains présidents africains, notamment Condé, notamment Ouattara, doivent comprendre qu'à un moment donné, quand le peuple vous a soutenu, parce que je tiens à le dire, Alpha Condé était dans l'opposition. On a vu comment tout le peuple guinéen soutenait Alpha Condé contre le. On dit, on a trouvé qu'on était en train de massacrer Alpha Condé, on l'a laissé venir au pouvoir. Et généralement en Afrique, c'est ceux qui ont souffert dans l'opposition, ceux que le peuple a soutenus, quand ils viennent au pouvoir, ils font pire que ce qu'on avait dénoncé. Donc je crois qu'aujourd'hui, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les grandes institutions, ils vont jouer les bons offices, mais Condé va rester président. On va peut-être lui demander de prendre Cellou-Dalein Diallo comme son premier ministre. On fera ce qu'on veut, mais Alpha va rester au pouvoir parce qu'il est le garant d'un certain nombre d'intérêts inavouables. Alors oui, dans le communiqué paru dans Fraternité, il y a que le domicile du président du parti Cellou-Dalein Diallo reste encerclé depuis le mardi 20 octobre 2020 par des agents en uniforme, des véhicules et des engins de police fermant hermétiquement toutes les issues et empêchant toute entrée et toute sortie. Là, on assiste à une militarisation du domicile de l'opposant historique à Condé. Oui, c'est déjà arrivé chez nous, donc on comprend le schéma, pas besoin d'être là pour comprendre le schéma. Mais je dis une fois encore que si nous parlons encore, parce que ce n'est pas évident, parce que vous savez que Alpha Condé a des griefs sévères contre Cellou-Dalein Diallo, et s'il estime que dans le cadre de gouvernance, que c'est un corrupteur, qu'il a pillé les ressources du pays. Et donc, il estime qu'il ne peut donc pas permettre à quelqu'un comme ça de venir au pouvoir. Et donc, je ne vois pas Alpha Condé assertif, par exemple, au gouvernement où Cellou-Dalein Diallo va prendre le contrôle du gouvernement. Je ne vois pas. Mais je dis plutôt, si entre-temps, on arrivait peut-être à s'entendre, à ramener la balle à terre, puisque aujourd'hui, on a même détruit les urnes, on a détruit les résultats qui ont été compilés, on a tout détruit. Ça veut dire qu'on n'est même plus dans une possibilité de comptage de voix, on n'est plus dans une de vérification autant vers une reprise des élections. Parce que vous savez que certains ont souhaité déjà une reprise partielle, par endroit, parce qu'apparemment, ils sont tous d'accord sur un certain nombre de résultats. Mais on estime que dans la Haute-Guinée, par exemple, dans les fiefs d'Alpha Condé, où on parle de 98%, voire 100% de plus de participation favorable au président sortant, les gens estiment que par endroit, notamment dans ces régions, par exemple, qu'il faut une reprise partielle des élections. Mais tout cela ne peut se faire que si, en tout temps, il y a la paix, s'il y a la liberté d'aller venir. Vous n'avez pas quand même brimer les gens, vous n'avez pas interdit toute manifestation, vous n'avez pas militarisé les villes et demandé à ce qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel. Donc je crois que peut-être que c'est à cela va s'atteler la mission internationale qui séjourne actuellement en Guinée, ramener les deux acteurs à la table du dialogue, mais surtout faire en sorte que les Guinéens puissent s'exprimer. Mais quelles sont les chances de Cellou-Dalein Diallo de voir ces différentes requêtes aboutir dans un contexte comme celui-là, où c'est celui qui est au pouvoir qui a organisé les élections, et on le déclare déjà vainqueur au premier tour, KO. Oui, mais si tant que, parce que vous savez, quand vous avez le dos au mur, il n'y a pas ce chef d'État là, quand vous avez le dos au mur, vous finissez par faire des concessions. Vous avez vu au Mali, quand le président Ibeka refusait toute négociation. Mais il a fini par accepter qu'il avait le dos au mur. Mais là, en ce moment, c'est parce que le peuple était dans la rue, il y avait la pression populaire. Mais en Guinée, on n'a pas permis aujourd'hui, on ne permet pas à cette population-là de manifester comme cela se doit. Mais Ibeka avait bien accepté de commencer à négocier avant que ça ne dégénère à nouveau. Donc aujourd'hui, si Alpha Condé se rend compte qu'au finish, il a le dos au mur, il sera obligé de faire des concessions, de faire des ouvertures. Et c'est là que, mais il parlait d'une ouverture, par exemple, pour un gouvernement d'union, je pense beaucoup plus pour une reprise peut-être partielle d'abord, des élections dans certaines circonscriptions, comme on le dit chez nous ici. Mais si, entre-temps, Alpha Condé également n'est pas d'accord avec les résultats proclamés dans le camp, dans certains bureaux par rapport aux régions favorables à l'opposant, alors qu'on a directement donc à une reprise générale des élections et qu'on se trouve une structure indépendante, une commission indépendante qui va pouvoir proclamer les résultats. Donc je crois que cela peut-être peut paraître compliqué, difficile, mais si la tête perdue, on sera obligé de faire des concessions de part et d'autre. Est-ce qu'une reprise des élections pour vous en Guinée garantit quelques issues que ce soit? Rien. Ce qui va se passer, c'est que si on reprend les élections, Alpha Condé va revenir, à moins qu'il ne soit pas candidat. Si le candidat, c'est... Parce que vous avez vu le discours de Diallo
par rapport, il accuse l'autre de corruption. Ça veut dire quoi? Que dès qu'il va prendre le pouvoir, la première des choses, il fera rendre God à Alpha Condé et sa clique. Donc, lui, il ne veut pas se retrouver dans ce schéma-là. Il n'est pas prêt à comparaître devant un tribunal pour qu'il puisse expliquer comment il a géré la Guinée. C'est pas possible. Et je dis, quand vous voyez un président africain s'entêter comme ça, faire ce qu'il fait, c'est qu'il est, il est protégé. Est-ce que c'est pas au fond le discours même que tient l'opposition guinéenne qui fait que les choses ne sont pas de nature? Ce n'est pas seulement l'opposition guinéenne. L'opposition en Afrique, déjà pendant la campagne, pense juger ceux qui ont géré le pouvoir avant lui. On dit non, si on prend le pouvoir, nous allons, vous n'avez pas encore le pouvoir. Et celui qui est encore au pouvoir et qui entend ce discours-là, il ne se sent pas en sécurité, ni lui, ni sa famille, ni ses proches. Donc, il ne serait pas prêt à laisser le pouvoir. Mais je dis, le temps qu'en Afrique, qu'on se dise, quand vous avez été président 2 mandats, cédez la main. Vous n'êtes pas le plus intelligent de votre pays. Et il y a des gens autour de vous qui ont la capacité, les potentialités de vous remplacer. Alpha Condé a 82 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il peut encore réfléchir? À un moment donné, vous allez constater que les conseils des ministres ne vont plus se tenir comme dans certains pays où on ne fait plus pratiquement un conseil des ministres. Donc il faut qu'en Afrique, qu'on cesse d'être des machins, qu'on cesse d'être des guignols au service des Occidentaux. Parce que quand vous êtes un président de la République et que vous pouvez garantir les intérêts des multinationales, on va vous maintenir au pouvoir. Vous pouvez même mourir au pouvoir. Est-ce qu'au fond, et c'est la dernière question que je fais par rapport à la situation en Guinée, est-ce qu'il ne veut pas l'opposition aussi bien en Guinée que dans l'Afrique, de changer aussi de méthode et peut-être même de discours à nous demander? Ça, les discours, je ne sais pas trop, parce que vous savez que... Quand vous dites par exemple quelqu'un qui est au pouvoir, quand vous allez quitter, vous serez jugé, celui des actes de corruption, vous pensez qu'il va vous laisser vous installer? Mais c'est normal, c'est parce qu'il faut que la mentalité évolue. Lorsque vous gérez les ressources publiques, mais vous devez être en principe prêt à répondre de votre gestion. Mais pourquoi quand on nomme directeur de société et quand on relève un ministre, on ne dit pas forcément pourquoi il a été relevé, c'est un rappel du parti. Parce que c'est une nomination. Mais lorsque vous gérez les ressources publiques, en principe, vous devez être prêt. Mais contrairement à ce discours, par exemple, au niveau, regarde la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on n'a pas encore d'élection, mais c'est le président Ouattara qui menacte déjà les opposants. Mais après les élections, je vais me faire enfermer, c'est vous qui créez la violence électorale. Il dit d'ailleurs, il est convaincu d'avoir qui va passer, qui va réussir. Et c'est lui qui menace déjà pour dire, au terme de l'élection, ils iront tous en prison. C'est-à-dire que dans il faut revoir carrément la donne. Il faut revoir la donne. Mais la politique, c'est le discours. Et pour convaincre les électeurs, il faut tenir les discours que les gens aiment. Lorsque vous avez, il y a une certaine façon de procéder au pouvoir, pas le pouvoir. Le chef d'État en exercice, et vous constatez que vous êtes de l'opposition et que le peuple n'est pas d'accord avec cette mode de gouvernance-là, mais vous tenez le discours qu'il faut pour séduire vos électeurs. Parce que la politique, c'est d'abord le discours. Est-ce qu'il faut dire, quand vous allez quitter le pouvoir, vous allez rendre compte de votre gestion, est-ce que c'est trop dit? En politique, on n'a même pas besoin de le dire. C'est parce que la population aime entendre. Mais on peut le faire, ça le dire ouvertement aussi. Hein? Oui, on peut le faire, ça le dire ouvertement. C'est quand on le dit ouvertement, nul ne veut se voir. Quand vous êtes devant une foule, vous dites, mais vous rendre la population, oui, c'est la foule, quoi. Oui, il va falloir qu'en Afrique, qu'on évite le discours va-t-en-guerre. Parce qu'on est en train de détruire les infrastructures. C'est qui paie? C'est pas Alpha Condé qui paie. Hein? Alpha Condé, un beau jour, va quitter son pays. Il est dans un asile doré. Il est en Suisse, peut-être en France, se reposer. Mais ce sont les Guinéens qui sont sur place. Parce que quand vous détruisez les infrastructures, c'est avec l'argent du contribuable guinéen qu'on a construit. Donc si vous cassez, celui qui va remplacer Alpha Condé, il va reprendre. Et là, c'est que le pays n'avance pas. Donc je voudrais que dans l'un des camps ou l'autre, qu'on change de discours. Je voudrais surtout que quand vous finissez votre mandat, vous rentrez chez vous. Mais c'est de ça qu'il s'agit. La Constitution a permis de est-ce qu'au fond, c'est pas le silence de l'opposition qui aujourd'hui l'amène, l'opposition guinéenne, qui l'amène aujourd'hui à se retrouver un peu face à la situation qui se présente en Guinée. L'opposition guinéenne a toujours dénoncé. Il a même dénoncé le coup d'état constitutionnel. Et lorsque vous tripartez la Constitution et vous faites du forcing pour vous maintenir au pouvoir, cela peut générer à tout le monde. Moi, je dis une chose, c'est une question d'homme. Le président, ce n'est pas lui qui a la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas lui qui a l'Assemblée. Ça veut dire quoi? Que les chefs d'État africains ont l'habitude de surfer sur les défauts
sur le goût du lucre de ceux qui sont là. Parce que quand vous êtes député, vous êtes président de la Cour constitutionnelle, président de l'Assemblée, que le président, le chef de l'État en Afrique peut, à coup de millions, vous convaincre à aller dans son sens. Ça se passera comme ça. Il va falloir qu'au niveau des mentalités, qu'il y ait une révolution. Vous êtes là en tant que député, vous devez être du côté du peuple. Si on vous amène, on vous demande de voter une loi qui n'arrange pas le peuple, c'est ce qui s'est passé. On a modifié la Constitution, on a taillé la Constitution, en tenant compte des réalités de Condé. Aujourd'hui, les gens n'en veulent pas, mais ils sont en train de détruire. Il faut que chacun, dans chacun des camps, qu'on fasse un discours d'apaisement. Parce que ce n'est pas la peine de brûler le pays. Le pays vous appartient tous. Vous brûlez le pays, vous allez rester chez les autres comme étrangers. Un beau jour, ils vont se lever pour dire que chacun retourne dans sa nation. Tout compte fait, c'est nous, dans Diallo et son alliance, sans se faire d'illusions, hein, c'est bien précisé. On va saisir la Cour constitutionnelle, mais avec des frais, finalement, c'est quoi la finalité? Ils sont clairs dans leur position. Il ne se faut pas d'illusions par rapport à la décision que la Cour pourrait rendre. Oui, en tout cas, à le communiqué, on a l'impression qu'il faut confiance à la Cour constitutionnelle. C'est ça qui m'a surpris quand même dans le message. Lorsque vous estimez quand même qu'Alpha Condé a caporalisé toutes les institutions et que vous dites que vous irez devant la Cour constitutionnelle avec des preuves irréfutables, ça veut dire quelque part, vous faites quand même confiance à la Cour constitutionnelle. J'ai bien envie de voir comment ça va se faire. Parce que je crois que ça va être tout à fait difficile. Merci. Il reste encore 10 minutes. On aborde le sujet. On revient en page Nation pour parler de ce parrainage-là. Le parrainage qui fait un peu couler assez d'encre de salive chez les députés au sein de l'opinion. Est-ce que vous comprenez un peu cette polémique autour du parrainage, Moïse, Alphonse Moïse? Vous savez, la polémique a enflé. C'est à la sortie de Dakwe Sossou qui a parlé de jusqu'à quelle hauteur peut-on marchander le parrainage. Et vous avez suivi la réponse du président de la Sénat. C'est vous qui faites vos affaires là-bas. Et quand vous suivez la sortie de Nadior, elle a été claire. Ce n'est pas des discours qu'un homme politique doit tenir. On est en train de lutter contre la corruption. Et vous venez à la face du monde pour dire qu'on peut marchander. Ça veut dire quoi? On a exprès introduit cette réalité-là pour soustraire de l'argent aux éventuels candidats. C'est ce que moi je comprends par là. Parce qu'on ne peut pas être en train de mener un débat sérieux, que quelqu'un se lève et demande à un responsable d'institution de lui indiquer jusqu'à quelle hauteur on peut évaluer la situation. Il y a la presse qui a fait état d'une question ironique. Est-ce que ça peut se comprendre, cette question de Dakwe Sossou, parce que justement, on est habitué à ces genres de marchandage politique à la veille des élections. Oui, mais si je suis d'accord que nous sommes habitués à ce genre de marchandage politique, mais est-ce que pour autant, il faut tenir ce discours, il faut demander à combien coûte le parrainage? Encore qu'on sait que c'est dans le camp de la mouvance qu'on veut parrainer. Et donc, la personne qui demande le coût du parrainage, peut-être ça devait vendre son parrainage comme quelqu'un l'a dit. Je ne traduis pas aussi c'est pas cette position un peu tranchée des députés qui pensent que le parrainage ne doit pas être un truc confidentiel. Au fond, c'est ça. Au fond, c'est la préoccupation. Les députés de la mouvance, parce qu'ils ne sont pas unanimes sur la position. Vous avez suivi plusieurs sorties. Quand vous prenez Abiagounou, qui s'est exprimé largement sur la question, qui n'est pas d'accord que la Sénat dise que ce soit sous anonymat et que le parrainage soit individuel. Nous avons suivi également la Sénat, l'honorable Akhenaton, aussi à la Sénat. Mais après, vous avez suivi d'autres députés qui sont sortis. Vous avez suivi Odon Aladati. Donc, si à l'Assemblée nationale, où on va rédiger la loi, on n'arrive pas à s'entendre. Parce que c'est une question de logique en termes de par rapport à la réforme du système partisan. Puisqu'on estime que l'information politique, on veut renforcer l'information politique. Ça veut dire qu'en principe, dans l'entendement des députés, l'individu qui, en tout cas, le parrain est issu d'une formation politique et ne devait pas être libre de parrainer qui veut parce qu'on estime qu'il y aura des parrainages contre nature. Pour utiliser les termes de l'honorable Gounou, par exemple. Je trouve que là, c'est une question de logique. Mais dès qu'on revient dans un débat sérieux et qu'on est en train de débattre de cette question et que les députés se lèvent pour dire jusqu'à quelle hauteur, combien peut coûter le parrainage, je crois que c'est vrai que forcément, cette procédure va ouvrir le mercato du parrainage. Mercato politique. Mercato politique, mais est-ce que ce sont eux qui ont voulu voter, qui ont voulu un document nominatif? La loi ne bavarde pas. La loi devait être claire. Et en principe, en matière de logique, la question du parrainage, telle que conçue dans la loi, dans le code électoral actuel, ne permet pas ces alliances de compte nature. Est-ce que finalement, la confidentialité voulue par la Sénat, étant dit que l'on dit que le formulaire de parrainage est nominatif, est-ce que ça ne pose pas plus de problèmes que ça nous résout? Non, moi je ne fais pas confiance à cette affaire de confidentialité.
que le candidat est libre de rendre public. Le régime Yahi avait donné dépenses de souveraineté à la Sénat, il avait donné, je crois, 300 ou 350 millions. Mais après, l'information était dans la rue, puisque c'est des gens qui vont dépouiller. Parce qu'il faut dépouiller, il faut voir si tous les 82 députés et les 77 maires ont réellement parrainé. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est la mouvance qui a besoin de parrainer les gens pour qu'il y ait élection. C'est la mouvance qui a besoin de parrainer les gens. C'est la mouvance qui a plus besoin des autres. Parce que s'il n'y a pas de candidat de l'opposition, on va voter pour un seul candidat. Donc c'est que l'élection n'est pas ouverte, que c'est pas... Pour que l'élection soit vraiment démocratique, pour qu'on dise au Bénin, on a toutes les tendances ont participé à une élection présidentielle. Ce sont les députés qui devraient aller démarcher des candidats. C'est le candidat qui court pour le parrainage, c'est les députés qui doivent aller pour dire, en principe, c'est eux qui doivent démarcher les candidats pour dire, nous avons déjà notre candidat, il nous faut 2 autres candidats, 3 autres candidats pour qu'il y ait élection présidentielle. Donc c'est à eux d'aller démarcher des candidats au lieu d'attendre que les candidats viennent les démarcher. Parce que si on ne vient pas, si personne ne vient vers vous, vous serez obligé de fabriquer des candidats. Vous serez obligé de faire... Donc, quelque part, ils ne sont pas en train de... Je ne sais pas si, en voulant voter ce code-là, les gens ont vraiment étudié. Donc, oui, le temps de lire et de parce voir... Parce qu'on a voulu... Vous savez, celui qui veut vous faire du mal, il ne réfléchit pas en profondeur. Il pose l'acte et c'est avec le temps qu'il se rend compte qu'il n'a pas réfléchi. Maintenant, sinon, on n'avait pas besoin de faire tout ce qu'on fait là pour comprendre. Vous écrivez une loi, vous demandez à la Sénat de vous expliquer. La Sénat vous explique, vous dites non, qu'à nous, il faut envoyer les fiches au niveau des instances des partis. Et le président de l'Assemblée nationale qui dit, c'est le parti qui va désigner qui parrainer. Ça pose problème. Aujourd'hui, on a voté une loi. Moi, je sais que... La plus grosse question, même, c'est le plus gros problème, je dirais, c'est parce que nous n'avons pas des élections législatives ouvertes, par exemple. Si on avait eu des élections et que tout le monde avait pris part à ces élections-là, le débat de parrainage ne devait pas se faire. Parce qu'on aura à l'Assemblée, par exemple, des partis d'opposition, des partis de la mouvance, et bon, chacun va pouvoir séparer. Mais c'est parce que le parrainage en soi-même ne pose pas problème. Mais c'est l'usage qu'on en fait. C'est parce que l'usage qu'on en fait, et c'est à cause des antécédents que nous avions eu, parce que nous n'avons pas des élections inclusives. Nous avons aujourd'hui des gens. Tous ceux qui sont, en tout cas, les celles qu'on peut obtenir, sont dans un seul camp. Et c'est ça le débat. Et donc, entre la question, le saut du verrou, du parrainage, et trouver des alternatives, je crois que c'est pour ça qu'on propose ces alternatives-là. S'il n'y avait pas ces élections non inclusives, aujourd'hui, on ne parlerait pas de moyens, de députés de la mouvance qui parrainent même des députés de l'opposition. Le débat ne serait pas se faire. Les opposants vont trouver les parrains chez les élus, dans le temps, et puis la mouvance aussi pareil. Est-ce qu'il faut craindre vraiment qu'il y ait des tractations marchandes pour ce parrainage? Oui. Vous savez... Connaissez un peu comment les acteurs politiques fonctionnent. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est peut-être le bon Dieu qui a giflé d'après ce sou pour qu'il tienne de parler des scouts pour qu'on sache ce qui va se passer. Il y a des gens qui le feront. Ils savent que bon... Mais il y a aussi la corruption qui est là et qui guette... non, ça c'est comme on dit, c'est un deal entre le candidat et son parrain. Vous l'avez dit tantôt... Parce que qu'est-ce qui va se passer si ça se dit? Le corrupteur, le corrompu, les deux seront pénalisés. Et le candidat qui a accepté de donner l'argent, il sera retiré. La Sénat va le retirer de la liste définitive. Donc, il y a un risque. Et je dis et je répète, que les députés, que les élus de la mouvance aillent faire la cour aux éventuels candidats pour qu'ils soient candidats qui aient élection. Oui, la question du parrainage, finalement, est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution que la Sénat a trouvée, rendre ça confidentiel, quitte à ce que le candidat même dévoile ses parrains? Dernière question, il reste plus que 2 minutes. Confidentialité, vous savez que c'est quelqu'un qui va faire le dépouillement. Et donc, confidentialité, c'est pas pagaille, c'est une pure... Allez-y, c'est une pure imagination. Quelqu'un viendra lire quand même. Confidentialité, quelqu'un viendra lire. Et quand quelqu'un va lire, ouais, surtout encore la confidentialité, dès lors qu'on n'a pas la garantie qu'au niveau de la Sénat, rien ne sort. Vous avez vu ce que vous avez vu. Nous avons vu la dernière fois pour les élections entre Moël Bénin et PRD au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous avons l'information, alors même que l'information était supposée être confidentielle des documents dans les cantines de la Sénat. Mais on a su qu'en tout temps, il y a eu jeu de fautes mineures, de fautes majeures. Donc aujourd'hui, quand on nous parle d'anonymat, on dit que c'est un faux problème. La seule préoccupation aujourd'hui, il faut, comme l'a dit Moïse, que les parrains de la mouvance
s'arrange pour aller trouver le candidat de l'opposition, qui vous avez une relation quand même digne de ça. Rapidement, mot pour conclure. Non, confidentialité, parce que c'est des gens qui vont dépouiller, c'est des gens qui vont traiter, c'est des gens qui vont saisir. Même si on dit, vous n'entrez pas dans la salle avec les portables, les mémoires vont garantir, donc c'est un faux débat. Mais je dis, ramenons la balle à terre et regardons ce qui se passe autour de nous, évitons ça à notre pays. Merci à vous, chers confrères. C'était donc le duel. Voici venu l'heure de nous informer en retour en plateau. Tanguy Agoy.